Alors, je vais vous faire une présentation en 3 parties. Je vais vous faire un rappel rapide des modalités de dépistage du diabète gestationnel depuis que moi j'exerce. Ensuite, je vous présenterai très succinctement les résultats de l'étude et puis les questionnements que ça m'a apporté. Alors, avant 2010, on avait des recommandations qui avaient été faites par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France en 1996 qui préconisaient un dépistage en 2 temps systématique avec un test de O'Sullivan, faire à 24-28 semaines d'aménorrhée, suivi d'une HGPO à 100 grammes sur 3 heures. En 2005, il y a eu un rapport de la HAS qui a conclu qu'on n'avait pas suffisamment de niveau de preuve pour conclure ni au bénéfice de la prise en charge, ni au bénéfice d'une stratégie de diagnostic qui soit la meilleure. Cette recommandation, ce rapport précisait que quand même, plus les chiffres de glycémie étaient élevés, plus il y avait un bénéfice à traiter. En 2005, il y a une étude à Choice qui a démontré un bénéfice de la prise en charge active du diabète gestationnel avec une réduction de la morbidité. En 2010, il y a une étude qui est sortie, l'étude APO, qui a montré une corrélation linéaire entre la glycémie à 24 semaines d'aménorrhée et les complications du diabète gestationnel, mais sans pouvoir définir un seuil formel où on bascule de « il n'y a pas de complications » il y a des complications. À partir de là, il y a eu des recommandations de l'IADSPG d'utiliser l'hyperglycémie provoquée par voie orale avec 75 grammes de glucose, avec des seuils de 0,92 à jeun, 1,80 g à 1 heure et 1,53 g à 2 heures, hyperglycémie qui se ferait au 2e trimestre et qui correspondrait à une augmentation de risque de complications de 75%, raison du choix de ces seuils. À ce moment-là, les gynécologues et endocrinologues français se sont réunis et ont proposé une nouvelle recommandation avec passage d'un dépistage systématique à un dépistage ciblé sur facteurs de risque, et on a donné de nouveaux critères glycémiques qui s'alignaient sur ceux de l'IRDSPG. Alors, le dépistage ciblé sur facteurs de risque, il y a 5 facteurs de risque qui sont répertoriés. C'est l'âge de la mère supérieur ou égal à 35 ans, un IMC supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré, un antécédent de diabète chez un apparenté au 1er degré, un antécédent de diabète gestationnel ou un antécédent de macrosomie, avec une définition qui est supérieure à 4 kg à terme. Comment on fait ce dépistage une fois qu'on a les facteurs de risque? Au 1er trimestre, par une glycémie à jeun, avec une valeur seuil de 0,92, mais qui pose quand même question parce qu'il n'y a pas d'étude formelle pour prouver que c'est vraiment un seuil pertinent. Si la glycémie à jeun au 1er trimestre est supérieure ou égale à 0,92, on définit qu'il y a un diabète gestationnel. Si cette glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g, on dit qu'il y a un diabète de type 2. Et tout ça sur une seule mesure. Si la glycémie à jeun est normale au 1er trimestre et qu'il existe des facteurs de risque, il est recommandé de faire une hyperglycémie provoquée à 75 grammes au 2e trimestre, avec les valeurs qui avaient été préconisées par l'IADSPG, c'est-à-dire 0,92 à jeun, 1,80 g à 1 heure et 1,53 g à 2 heures. Ce qui donne ça comme schéma du dépistage tel qu'il est sur facteurs de risque et les seuils glycémiques préconisés. Alors, à partir de cette recommandation, moi qui m'a gêné dans ma pratique, j'ai dirigé une thèse où on a interrogé les médecins sarthois sur leur pratique de dépistage du diabète gestationnel, et on a fait ce recueil en 2012, 2 ans après la parution de cette recommandation qui avait été développée dans des formations qui se faisaient dans notre région. On a 233 médecins généralistes sarthois qui ont répondu, ça faisait 60% de la population. Ils sont représentatifs de la population des médecins généralistes du département, et 47% d'entre eux suivaient plus de 10 grossesses par an, et plus de la moitié avaient diagnostiqué un diabète gestationnel dans l'année courante. Il y avait un consensus pour la nécessité de dépister le diabète gestationnel,
et avec deux motifs principaux, prévenir la macrosomie et intervenir pour empêcher l'apparition d'un diabète de type 2 ultérieurement après la grossesse. Quand on a fait l'analyse des résultats, on a trouvé des pratiques très disparates qui mélangeaient les anciennes et les nouvelles recommandations. Je suis désolé, j'ai oublié un S en recommandation. Il y avait une adhésion au dépistage précoce qui s'était développée. Il y avait 67% des médecins qui dépistaient au premier trimestre. Ils avaient adopté la glycémie à jeun pour 70%. Par contre, ils résistaient fortement au dépistage ciblé, faisaient du dépistage systématique pour les 2/3. Les seuils de glycémie à jeun qui leur servaient à décider de savoir s'il y avait un diabète gestationnel ou pas étaient très variés. Je vous ai mis un tableau et on voit qu'il y a une répartition à peu près, il y a un quart, on a un quart des médecins à 0,92, un quart entre 0,92 et 1 gramme, un quart entre 1 et 1,10, et puis 1,10 à 1,25, ça fait encore un peu plus d'un quart. Donc on a une distribution qui est très variée et qui n'avait pas beaucoup de sens. Quand il y avait une glycémie à jeun qui était normale au premier trimestre, il y en avait la moitié qui contrôlait au deuxième trimestre avec une AGPO. Et dans toute la cohorte qu'on a eue, il y a 5 médecins généralistes qui appliquaient strictement la recommandation. Alors on s'est intéressé à ceux qui connaissaient la recommandation parmi ceux qui ont répondu. Et là, on a été un petit peu surpris, parce que parmi les 120 qui connaissaient bien la recommandation, ils avaient des pratiques qui étaient différentes des autres, de façon significative. Ils avaient changé leur pratique de dépistage, d'autant plus s'ils avaient appris la nouvelle recommandation lors d'une FMC. Ils dépistaient plus souvent au premier trimestre, par glycémie à jeun, et avaient adopté le seuil de 0,92 g par litre. Si la glycémie à jeun était normale à T1, ils faisaient beaucoup plus d'hyperglycémie provoquée à T2 que ceux qui ne connaissaient pas la recommandation. Et ce, d'autant plus s'ils dépistaient sur facteur de risque. Mais si la glycémie à jeun était anormale à T1, ils faisaient également 2 fois plus d'hyperglycémie provoquée à 75 g à T2, comme s'ils avaient besoin de vérifier la réalité de ce diabète gestationnel. Il n'y en avait que 3% qui affirmaient un diabète gestationnel sur une glycémie à jeun supérieure ou égale à 0,92 à T1. Et quand on les interrogeait, la moitié doutait de la fiabilité des recommandations. En fait, on s'est aperçu que ceux qui connaissaient la recommandation avaient plus de résistance à poser le diagnostic de diabète gestationnel sur la seule glycémie à jeun initiale, et ils vérifiaient dans un deuxième temps par une hyperglycémie provoquée par voie orale. Ils nous ont rapporté un certain nombre d'obstacles au dépistage. Ils concevaient ce dépistage comme étant difficile pour 21% des médecins généralistes, mais dans les 21% qui disaient que c'était difficile, il y en avait 81% qui connaissaient bien la recommandation. Les principales difficultés évoquées étaient la difficulté à cibler les facteurs de risque, il leur manquait des outils de rappel, ils étaient gênés par la variabilité rapide des recommandations professionnelles et leur diffusion aléatoire. Un autre élément, c'était la peur de méconnaître un diabète gestationnel chez une femme qui n'avait pas de facteur de risque. Il rapportait un refus de l'hyperglycémie provoquée par voie orale chez les femmes pour 15%, et ils étaient en difficulté de communication avec les spécialistes qui s'occupaient du diabète gestationnel pour 11%. Mais en fait, ce qui ressortait, c'est que pour eux, les seuils glycémiques étaient jugés trop sévères et ils avaient un sentiment de dépistage excessif et d'utilité incertaine. Alors, ça m'a amené, moi, à reprendre toute la littérature et à regarder, parce on était embêté un peu par ces résultats. Et en fait, si on regarde les études qui ont amené en partie à construire cette recommandation, on s'aperçoit que si Apo a bien montré une corrélation linéaire entre glycémie maternelle et complications, on ne sait pas trop pourquoi le seuil des 0,92 a été choisi, puisqu'en fait, c'était pas dans Apo, c'était des groupes il y avait 5 mesures, si je me souviens bien. Mme Vomberg pourra me compléter. Et en fait, ils ont pris une valeur intermédiaire. En plus, Apo a été fait avec une hyperglycémie provoquée par voie orale à 75 grammes au deuxième trimestre et avec un seuil de glycémie à jeun de 0,95 pour poser le diagnostic de diabète gestationnel. L'étude AdChoice, qui faisait un dépistage en 2 temps,
avec un O'Sullivan et ensuite une hyperglycémie provoquée par voie orale, avait un seuil de glycémie à jeun pour poser le diagnostic de 1,05. De plus, nombre de complications qu'on attribue au diabète gestationnel nécessitent la conjonction d'autres facteurs. Les facteurs de risque ne sont pas tous les mêmes dans tous les pays avec des populations semblables. On n'a pas les mêmes modalités de dépistage en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis. La variabilité des recommandations selon les pays qui s'appuient sur les mêmes travaux pose problème. Pourquoi on n'a pas choisi les mêmes seuils, les mêmes modalités? Les études qui ont montré un bénéfice modéré du dépistage ont été faites avec des hyperglycémies provoquées au deuxième trimestre et des seuils de glycémie à jeun plus élevés que 0,92, en général 0,95. Un des arguments de la recommandation, c'était d'éviter de dépister inutilement des diabètes gestationnels, et l'abaissement du seuil a amené pratiquement à un doublement du taux de diabète gestationnel dépisté. De plus, on ne sait pas ce que deviennent les patientes qui auraient éventuellement un diabète gestationnel, qui n'ont pas de facteur de risque et qui ne seraient pas dépistés. Il y a un bénéfice toutefois modéré du dépistage et de la prise en charge intensive du diabète gestationnel. Et donc, il nous manque des études pour valider la recommandation dans l'État. Alors, il y a tout un tas de questions qui sont en suspens. Quand on regarde les études, la macrosomie, elle n'a pas toujours les mêmes valeurs partout. Ça peut être 4 kg, ça peut être 4,5 kg, selon les études. On ne sait pas exactement quel est l'IMC qu'on doit prendre en compte. Est-ce que c'est avant le début de la grossesse ou est-ce que c'est l'IMC au moment où on voit la femme pour la première fois et elle peut être à 8 ou 10 ou 12 semaines d'aménorrhée quand on la voit. Quelle modalité de réalisation de la glycémie à jeun? Est-ce qu'il faut un jeûne de 8 heures, de 12 heures ou autre? Alors qu'on avait, pour les hyperglycémies provoquées par voie orale, des recommandations très précises sur l'alimentation, sur le nombre d'heures de jeûne et tout ça. Quels sont les risques de méconnaître un diabète gestationnel si on ne fait que du dépistage ciblé? On ne sait pas du tout ce que deviennent ces femmes-là. On peut se poser la question de la validité à accorder un dépistage ciblé si les critères de sélection de la population ne sont pas simples, ne sont pas consensuels et vont amener à des erreurs. Les facteurs de risque ne sont pas les mêmes dans tous les pays et on avait avant des facteurs ethniques qui étaient des facteurs qui devaient nous amener à dépister plus souvent chez certaines femmes. Quelle valeur doit-on donner à une prise de poids excessive pendant la grossesse? Est-ce que c'est un facteur de risque de diabète gestationnel? Est-ce qu'il faut dépister? Une autre question, c'est comment on peut accepter de porter un diagnostic avec un test qui est un test de dépistage? Normalement, le dépistage ne nous permet pas de porter un diagnostic. Il devrait y avoir un deuxième test derrière pour confirmer. On s'est posé également des questions sur l'impact sur la qualité de vie des femmes prises en charge pour un diabète gestationnel et qui sont peut-être traitées par excès. J'ai regardé, j'ai fait un peu le tour des études, les résultats sont variables sur le niveau d'anxiété, sur la qualité de vie. Les études, elles sont un peu contradictoires. Est-ce qu'il existe un impact de la prise en charge du diabète gestationnel sur la relation mère-enfant? Dans les études, il ressort que la femme qui a un diabète gestationnel, elle est vraiment centrée que sur son enfant. Elle pense qu'à son enfant pendant tout le temps de sa prise en charge. Donc on ne sait pas si ça a des conséquences ultérieures sur le développement de la relation entre la mère et l'enfant. Et puis d'autres questions, c'est la vitesse à laquelle on nous sort des recommandations sans pour autant toujours nous justifier leur validité, et le fait que les sociétés savantes de médecine générale sont quand même peu souvent associées à ces recommandations, ne serait-ce que pour apporter notre point de vue sur leur faisabilité en pratique réelle. Voilà.